toutes ces données dont on parle, concrètement, comment est-ce qu'on le collecte? Moi, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il y a des moyens technologiques nouveaux, récents, spécifiques dont on dispose? Qui veut me répondre? Ouais, je pense qu'il y a effectivement une évolution des techniques. Et on a beaucoup parlé du big data, la transformation des data scientists, etc. Bon, je pense qu'en fait, les méthodes de collecte, elles ont une évolution beaucoup plus linéaire qu'on le dit, qu'on le prétend, que ce soit le boulier il y a 2000 ans jusqu'au data lake aujourd'hui. Ouais. Finalement, on s'est adapté à la volumétrie d'informations qu'on devait collecter. Donc maintenant, ce qui s'est passé dans l'évolution récente des techniques il y a depuis 5 à 10 ans, c'est la facilité d'accès à ces technologies et leur coût qui a dramatiquement baissé. Et donc du coup, aujourd'hui, n'importe qui peut exploiter des milliards et des milliards d'informations facilement dans son garage. Donc ça a créé l'émergence de start-up sur ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas des cas limites, ou même des innovations technologiques qui peuvent être un petit peu borderline? On se souvient notamment de Google qui collecte les données de ses utilisateurs via Android sans vraiment avertir les utilisateurs. Voilà, où sont les barrières? Sur Google, je te laisserai répondre après, mais en fait, je pense que le contrat social, le contrat économique qui est passé entre des utilisateurs et les consommateurs, producteurs de données, en fait, il est très clair. Et je pense que si vous interrogez les gens dans la rue, ils savent très très bien qu'ils utilisent Google, qu'ils utilisent Facebook, qu'ils utilisent Instagram en échange, gratuitement. Il faut se souvenir quand même que ces choses sont gratuites et qu'en échange de ça, ils fournissent des informations sur eux-mêmes qui vont être monétisées par ces grands acteurs. Je pense que ce qu'on a vu là récemment avec le scandale chez Facebook, c'est dès que ce contrat, en réalité, il s'est appliqué sur un domaine qui n'avait pas été prévu, par exemple le domaine politique, sur lequel là, on ne s'attend pas à ce que ces données soient exploitées de la sorte. Mais l'économie digitale, et je pense que c'est un de ses piliers fondamentaux, elle s'est construite sur la gratuité. Et elle s'est construite sur un contrat économique de cette gratuité, elle est factice. Les consommateurs consentent à donner accès à leurs données. Et donc, voilà, c'est un peu la loi qui s'est érigée dans le monde digital. Demain, les consommateurs pourraient décider, et je crois qu'il y a un ARPU de Facebook, je ne sais plus combien c'est exactement, je crois que c'est quelques euros par trimestre. Payez Facebook quelques euros, et puis Facebook n'aura plus accès à vos données, et il sera ravi aussi. Paul-Olivier Gilbert, vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Je le nuancerai un petit peu sur quelques points. C'est vrai qu'effectivement, le développement des datas de l'Internet s'est fait sur une logique de gratuit contre gratuit. Simplement, il y a un vieux principe qui existait avant la data, avant l'intelligence artificielle, qui en anglais, there is no free lunch. Donc il n'y a pas de repas gratuit. Et si quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a une contrepartie. On lit facilement. En psychanalyse, on dit qu'il n'y a pas de don sans contre-don. Donc je pense que les individus sont relativement rationnels et qu'effectivement, il y a eu cet accord, ce contrat implicite en disant « je donne des datas contre la gratuité d'un certain nombre de services. Il y a 20 ans, on achetait des GPS. Maintenant, on a un GPS gratuit sur son téléphone. Donc, c'est des évolutions de ce type-là qui se sont produites. Je pense aussi qu'il y a d'autres choses qu'il faut regarder de manière plus importante. Une des idées que l'on a, qui est à l'origine de la société Digital Ethics, c'est qu'il y a eu une rupture. On parle de data, mais en fait, la data aujourd'hui n'est pas ce qu'était la donnée il y a 10 ans. Et là, sur notamment les conditions de production. Je parlais des GPS sur les téléphones. Maintenant, ils ont aussi des capacités de prédiction du temps de trajet. Et ça vient exclusivement parce que les gens utilisent le service. Donc on est quelque part dans une logique de coproduction de la donnée et avec des conséquences qui vont très loin en termes sociaux. C'est-à-dire que l'opposition entre le temps de travail dit temps productif et le temps de loisir dit temps de consommation éclate. C'est-à-dire qu'on produit de la valeur dans ces activités du quotidien qui ne sont pas les activités que l'on monétise habituellement. Et donc là, ça se traduit par un changement assez profond à mon sens, sur la manière dont est construite et distribuée la richesse. On peut aller très très loin sur l'interprétation de ces questions éthiques. Guillaume de Roquemorel, Chartefat, comment vous faites concrètement pour récolter des données?
Alors nous, on les récolte pas pour nous-mêmes. Nous, on aide nos clients, donc les grandes marques, à les exploiter. Donc on ne possède pas de données intrinsèquement, on ne cherche pas à en recueillir à des fins commerciales pour le bénéfice d'artefacts. On essaye d'aider ceux qui en possèdent intrinsèquement et on les aide à les exploiter, à en trouver un bénéfice. La clé, c'est quoi? C'est la qualité de la donnée. Parce que finalement, on peut récolter des milliards de data, mais avec des choses plus ou moins importantes, intéressantes, utiles. Oui, alors la qualité... Comment est-ce qu'on repère ce qui est important? Comment est-ce qu'on arrive à trouver les pépites dans ces données? Oui, je pense que ça, c'est... Alors, les techniques scientifiques, mathématiques, en fait, ont aussi beaucoup progressé avec la volumétrie des données accessibles. Et donc, c'est tout l'enjeu de ces nouveaux métiers de data scientist, qui est de se dire comment, dans les volumes phénoménaux de données auxquels on a accès aujourd'hui, dans lesquels il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'informations complètement inutiles, évidemment, comment je détecte des comportements, comment je détecte des signaux qui vont m'aider dans mon métier de marketing ou dans les autres métiers. Et donc là, les techniques mathématiques, alors en réalité, elles ont été créées il y a déjà des dizaines d'années, mais elles sont en application depuis plus récemment. Et donc, voilà, elles ont permis d'aller chercher ces signaux faibles. Donc l'enjeu de la qualité, c'est plutôt un enjeu de leur exploitation qu'un enjeu de bien sélectionner précisément qu'est-ce que je veux recueillir ou ne pas recueillir. Maintenant, on est plutôt dans une logique de je recueille tout et ensuite j'ai des traitements mathématiques qui vont me permettre de découvrir ce qui m'intéresse.